Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Dans ce nouvel épisode, Morjane, née en France de parents algériens, nous livre un témoignage riche et absolument passionnant. Ses parents décident de retourner vivre en Algérie et Morjane doit donc s'adapter à cette nouvelle vie, avec moins de liberté pour une fille. Après 5 ans sur place, la décennie noire contraint sa famille à rentrer en France. Morjane est ravie. Elle fait des études, tombe amoureuse d'un homme français non musulman, et le rejet de sa famille est sans appel. Ce témoignage est particulièrement fascinant de par sa durée, car Morjane prend le temps de tout nous raconter, et je pense que sa résilience ne vous laissera pas indifférent. Un grand merci à Morjane, et bonne écoute à tous. Je m'appelle Morjane, j'ai 49 ans. Je suis d'origine algérienne, née en France. Je suis mariée depuis 15 ans avec l'homme qui partage ma vie depuis 25 ans et nous avons 2 enfants. Alors mon histoire commence avant ma naissance avec, bien sûr mes parents comme, plein d'immigrés, qui sont arrivés en France à la fin des années 60. Ils se sont mariés mais c'était pas l'amour, qui les a réunis. Mon père trouvait que ma mère était jolie et intelligente. Pour elle, c'était plutôt un moyen de partir d'un pays, d'un milieu dans lequel elle pouvait pas se sentir, libre. Et d'ailleurs son plan, c'était pas de rester avec lui, aussi longtemps, c'était de passer 1 an, divorcer et puis, du coup de gagner son émancipation et s'affranchir de l'autorité. Mon père était quelqu'un de très gentil qui, nous éduquait, qui nous inculquait des principes, en discutant. Pour ma mère, c'était plus compliqué, elle était quand même très, très dure, et enfin, surtout avec moi et je pense d'ailleurs qu'elle, elle me supportait pas parce que je l'ai enfermée dans ce mariage qu'elle ne voulait pas. Et comme tous les immigrés, en fait, le fantasme, le rêve de mes parents, c'était de revenir un jour au pays. Donc toutes les vacances d'été, on les passait là-bas, 2 mois, l'enfer. Mais bon, ils travaillaient beaucoup, toute l'année pour qu'on puisse, passer des vacances, et ils ont beaucoup sacrifié pour se construire, là-bas une belle maison et puis, un été, on est partis et on s'est installés là-bas. Ça fait 10 ans. Je parlais pas l'arabe, je comprenais, mais je parlais pas, enfin bref, donc il a fallu tout réapprendre, lire, compter, raisonner, et même, finalement quelque part rêver en arabe. J'étais bonne élève, je travaillais dur, donc mes résultats étaient très bons à l'école et puis à côté de ça, ben, j'ai appris aussi à cuisiner, à nettoyer, à m'occuper des petits, à faire comme les cousines, à me tenir comme elles, et cetera. Côté religion, mes parents étaient pratiquants, alors on pratiquait, mais c'était pas une pratique, ils étaient pas très durs, par rapport à ça. Mais, je me posais trop de questions, alors, je pouvais voilà, on pouvait en parler librement, à la maison avec mon père notamment. Je lui disais que je comprenais bien, la finalité, mais je comprends pas la méthode. Je trouve ça trop arbitraire, la religion. C'est quand même bizarre quoi de devoir, donner, autant à quelqu'un que personne n'a jamais vu ni entendu. Alors que pour moi, le plus important, bah, c'était d'être quelqu'un de bien et d'heureux et d'équilibré. Donc je faisais pour faire comme les autres, mais à ma façon. C'est-à-dire que quelque part, même si à l'extérieur j'avais l'air, d'une jeune fille très sage et très, comment dire? Prête pour cette vie en société, dans une société arabo-musulmane, je veux dire, bah, en fait, j'étais quand même un peu rebelle et donc en secret, dans le noir, je m'opposais. Par exemple, pendant le ramadan, alors je jeûnais toute la journée, je faisais vraiment l'effort toute la journée et genre 5 minutes avant l'heure de la rupture du jeûne et ben, j'allais dans la salle de bain et je buvais de l'eau pour dire,
Ouais, peut-être que là-haut, ils me regardent, peut-être qu'ils me jugent, mais c'est pas grave, c'est moi qui décide. Et puis, en Algérie, hein, les années 90, ça commençait à être vraiment très, très, très compliqué. Pour mes parents, c'était difficile d'imaginer rester vivre là-bas, d'autant qu'ils voulaient, vraiment qu'on puisse faire des études. Et pour les filles, ça devenait, c'est la pression des islamistes, elle était vraiment trop, trop forte, beaucoup ne pouvaient même plus se rendre, dans les facs sans danger. Donc on est revenus en France, j'avais 15 ans. Alors ce retour, tout le monde l'a mal vécu. Pour mes parents, c'était vraiment un échec, un sentiment d'échec, un déchirement, ils laissaient derrière eux pour eux ce qui était une meilleure vie avec une belle maison, pour finalement atterrir ici dans un appartement en banlieue. Il y avait aussi partir et laisser la famille alors que les intégristes, commençaient vraiment enfin ça devenait vraiment très dangereux. Donc il y avait ce truc de je pars, je fuis, mais mon pays a besoin d'aide pour s'en sortir, bref. Pour mes frères et sœurs aussi, c'était difficile. Moi, j'étais l'aînée, donc pour eux, c'était plus compliqué parce qu'ils laissaient derrière eux, les copains, et cetera. Et puis, du coup, en revenant ici, il a fallu à nouveau tout recommencer. Mais moi, en fait, je l'ai très bien vécu. C'est-à-dire que j'étais ravie de revenir. Je le montrais pas. Fallait faire semblant d'être triste, mais j'étais vraiment très, très contente parce que je savais que j'aurais, un petit peu plus de liberté et j'aurais, moins cette pression, qu'on peut ressentir parfois dans un pays où tout le monde est pratiquant, où tout le monde, enfin, il y a une pression sociale et voilà, j'imaginais qu'en revenant en France, ça allait être un peu plus cool pour moi. Et puis surtout, je me disais que je pourrais à nouveau rêver en français. Alors j'ai l'impression quand même que c'est à ce moment-là que la religion a commencé à prendre un peu plus de place à la maison. C'est cette influence, en fait, de la décennie, noire a fait que les gens se sont comme repliés un peu plus, sur la tradition et sur la religion, hem et que quand on est immigré, quand on vit en France, c'est, un peu comme s'il fallait être encore plus exemplaire, plus algérien que les Algériens qui vivent là-bas, qu'il faut être meilleur que les Français, ici puisque, souvent on considère que leurs valeurs ne sont pas les nôtres et il faut être meilleur que les Algériens qui vivent là-bas. Donc on vit en France, on fait des études, mais attention, on regarde toujours de l'autre côté de la Méditerranée. Mon père me répétait sans arrêt: «Attention, ici c'est pas chez nous c'est l'Algérie, on n'est que de passage, on finira par retourner là-bas». Donc pour ça, au final, au bout d'un moment, l'horizon, hein, pour une fille, c'est le mariage. Donc l'idée, c'était de faire des études, mais de faire des études pour être bien mariée, avec un homme qui a un niveau d'instruction, une vie matérielle confortable. Quand je suis arrivée, à la fac, je suis sortie avec, quelques mecs, des Algériens venus en France pour finir leurs études. Je pouvais pas, il y avait tellement de comment dire? C'était tellement censuré, je m'auto-censurais tellement que, de toute façon, j'imaginais absolument pas sortir, ou vivre avec un homme algérien. Mais j'ai toujours été déçue. J'ai toujours été déçue, j'ai toujours trouvé leur comportement, hem, insupportable, et injuste, quand je les voyais avec des occidentales, ils étaient, romantiques, charmants, mignons, très attentionnés et puis quand ils sont avec une algérienne, ils commencent à nous parler d'aller vivre avec leur mère après le mariage ou de vouloir imposer telle ou telle chose, le sentiment qu'ils voulaient, me dominer et moi je suis pas, je supporte pas ça. Ma liberté est trop importante pour moi. Alors pour vous faire rire, un jour mon père m'a appelé pour discuter et donc il a commencé à me faire une liste. Donc il me dit, «Ma fille, tu vas arriver à un âge où les hommes, vont commencer à te regarder, le mariage va arriver très vite. Alors, je vais t'expliquer, quelque chose de très important. Nous les Algériens, on est algériens donc bon, tout ce qui est, égyptien, syrien, libyen, marocain, tunisien, tout ça, bon bref, faut pas que tu ailles dans cette direction-là.
Voilà, l'Algérie, c'est un très grand pays, on tu vas trouver là-dedans. Mais même en Algérie, alors il faut que tu t'éloignes des Kabyles, des Chaouis, des Mzabs, puis ne regarde pas la région machin et la région truc, parce que bon, on connaît pas bien. Et donc en gros, ben, tu peux trouver quelqu'un soit dans la région d'origine de ta mère, soit dans la région d'origine, de ton père. Je lui dis: «Tu parles d'un choix». Alors j'étais une gentille fille, hein, mais parfois je pouvais pas m'empêcher de dire ce que je pensais et bah, je lui ai répondu: «Papa, alors dans ta liste, tu retires, les trop jeunes, les trop vieux, les malades, les mariés, les criminels, les méchants. Il en reste 2 et ils sont gays». Alors si vous aviez pu voir sa tête, je crois qu'il s'est décomposé. J'ai vu sa mâchoire tomber, ça m'a fait rire, mais pour lui, c'était trop. Il a commencé à me parler très régulièrement de son neveu qui était gentil. Mon cousin était vraiment quelqu'un avec qui je m'amusais très bien quand j'étais petite, hein. J'ai de super souvenirs, avec lui et j'ai pas vu le piège arriver et puis à côté de ça, ben, la vie à la maison devenait vraiment très, très difficile avec ma mère qui était vraiment très dure, qui m'interdisait tout. J'avais le droit que de, réviser, de m'occuper de la maison. On s'engueulait tout le temps, c'était vraiment un cauchemar et elle voulait que je sois quelqu'un de différent de ce que j'étais. Donc, j'étais une personne à la maison, mais j'étais quelqu'un d'autre. J'étais moi-même, en fait, à l'extérieur. Donc j'avais cette impression d'être un peu schizophrène. La pression, elle était vraiment terrible mais je savais que j'étais entravée, en fait, que je pouvais pas partir si j'étais pas mariée. Alors du coup, cet été-là, ben, quand mon cousin m'a demandé en mariage, sur la terrasse de sa maison, bah, j'ai dit oui. Pas convaincue, mais j'ai dit oui, c'était une solution. Alors on était tous les 2 étudiants à l'époque, hein, on avait 22 ans et je pensais que donc lui, il vivait là-bas, hein, bien sûr et donc je pensais que comme on était à 2000 kilomètres, ça ça irait. J'étais fiancée, mais en même temps, je prenais pas de gros risques, quoi. Et puis les mamans, la mienne et sa mère ont commencé à se dire: «Tiens, il faut commencer à préparer, il faut faire un trousseau, il faut ceci, il faut cela». Et et puis on me dit: «Bon, bah, on va faire un mariage religieux, le vrai mariage, on va attendre que vous ayez fini vos études, mais au moins, le mariage religieux sera fait et puis voilà, puis après il faudra prendre votre temps pour avoir des enfants», tout ça, tout ça. Et là, j'ai eu un choc. Quand elle m'a commencé à me parler d'enfants, j'ai eu comme une ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau. Des enfants, mais moi j'avais dit oui pour le mariage, mais j'avais pas imaginé que ça impliquait de coucher avec mon cousin. C'était pas du tout le projet, ça va pas, non? Donc mon plan, d'un coup, tombe à l'eau et je me retrouve coincée. Et comment je vais me sortir de ce truc? Donc pendant des semaines, des mois, je me triturais la tête. Mais comment je vais faire? C'est difficile, je peux pas partir et en même temps je peux pas me marier, pour partir. Enfin, ça devenait, très, très compliqué. J'en étais même venue à me dire: «Bon, ben, tant pis, je me marie et je divorce et je serai libre». Ou même, j'attends que mes parents, ne soient plus de ce monde, pour pouvoir, enfin vivre ma vie, être plus libre et puis j'étais en train de me dire d'un coup, je me suis dit: «Mais tu es en train de faire exactement ce que ta mère a fait». C'est-à-dire qu'elle est partie pour fuir une situation, elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle aimait pas, pour fuir une situation, un mariage qu'elle imaginait, temporaire, provisoire, on va dire et j'étais en train de faire la même chose. Donc c'était, devenu pour moi une évidence que je pouvais pas continuer. Que il fallait pas que je passe à côté de ma vie, en fait. Que ce soit pour faire plaisir à quelqu'un ou par peur, par crainte, en fait, de décevoir ou même peur de la violence, hein, parce qu'on sait que parfois les gens peuvent avoir des réactions, extrêmement violentes, donc ça devenait urgent. Alors on était en 99, hein, à ce moment-là, c'était les débuts d'internet. Et j'allais à la fac et à la fac, bah, il y avait la bibliothèque universitaire et à la bibliothèque universitaire et ben, il y avait des PC connectés à internet
et je me suis mise, devant ces écrans et j'ai découvert le monde en fait à travers, l'écran de ces PC. On pouvait déjà commencer à voir tellement de choses, rencontrer des gens donc je suis allée sur des forums, des chats, on a discuté, j'ai discuté avec des dizaines de personnes, de tout, de rien, d'ici, d'ailleurs, enfin des gens, que je pouvais pas rencontrer dans ma vie de tous les jours. C'était pas les mêmes milieux, c'était pas les mêmes même pas les mêmes rêves et les mêmes aspirations. Donc c'était chouette et puis je me suis retrouvée dans une toute petite communauté, virtuelle bien sûr et puis je suis tombée amoureuse de quelqu'un. Un jeune homme, qui me parlait littérature, qui me parlait histoire, on parlait d'astronomie pendant des heures, c'était, la découverte de quelqu'un et la découverte de comment dire? De sentiments, voilà. J'ai découvert des sentiments que j'avais pas eus avant et à ce moment-là, donc je tombe amoureuse de ce garçon que j'ai jamais vu en fait, hein. On est vraiment dans le virtuel et bah, il aurait pu être, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle religion, de n'importe quel, milieu. En fait, pour moi, à ce moment-là, c'était pas important et à ce moment-là, ce qui était important, c'était les sentiments que j'avais. Heu, C'était le fait que je le trouvais génial, qu'il me faisait rire, voilà. C'est ça qui était important pour moi et ça m'a permis, en fait, de me dire: «Ouais, peut-être que c'est possible. Peut-être que je peux en fait, vivre quelque chose de fort, même en dehors de ma communauté». Et du coup, bon, bah, j'ai acheté un PC pour la maison avec le modem. Je sais pas si vous vous souvenez des modems, on payait, à la minute, c'était très cher et c'était très, très long. J'ai installé, cet ordinateur donc dans le salon, hein, chez mes parents. Et puis, bah, je leur ai montré en fait, hein, à quoi ça servait, ce qu'ils pouvaient faire avec. Mon père achetait les journaux, du pays, donc là je lui ai dit que voilà, il pouvait maintenant les lire en ligne, qu'il pouvait faire des visites virtuelles de pays, qu'elle pouvait, trouver des recettes de cuisine, enfin bref. Je leur ai fait un peu découvrir, tout ça. C'était rigolo, hein, parce que se servir d'un ordinateur, c'est pas forcément évident. Et puis depuis la maison, bah, je me suis connectée 2 ou 3 fois pour lire mes mails et pour discuter sur le fameux chat, avec, les gens de ma communauté. Par contre, bon, avec, mon amoureux, je faisais attention. C'est-à-dire qu'on ne discutait que, vraiment quand j'étais à la bibliothèque. Et puis voilà, puis on a fini par se rencontrer, donc voilà, il est français, alors j'aime pas dire français parce que je suis française aussi, mais, on va dire, natif, d'origine. Il est blond, il est beau, je suis amoureuse, je l'aime et avec lui je découvre, plein de choses. Je découvre l'amour, je découvre la tendresse, je découvre le bonheur d'être 2. Voilà, il y avait plus que nous, rien que nous. Et ça, c'était mon secret et j'aimais avoir ce secret. Donc je vis cette histoire en cachette parce que je peux pas faire autrement. Mais ça commençait à devenir une histoire très sérieuse. C'est-à-dire que, heu, je commençais à me dire: «Je peux pas envisager ma vie sans lui». Et lui, il comprenait pas pourquoi c'était si compliqué pour moi de dire la vérité à mes proches. C'est pas on n'a pas du tout les mêmes référentiels, comme on dit maintenant. On est dans des systèmes complètement différents, donc il me disait: «Mais viens vivre chez moi, mais laisse tomber, tu les envoies tous chier», pardon d'utiliser ce gros mot, mais c'était un peu le discours à ce moment-là. Et moi je disais: «Mais c'est pas si facile en fait, c'est trop dur, tu te rends pas compte, comment ils vont réagir et comment je vais même pouvoir leur dire en fait, hein». Rien que dire, «Papa, maman, je suis amoureuse et il s'appelle», je vais dire n'importe quoi, Jean-Michel, bon bah, c'était même pas envisageable, même les mots je les trouvais pas.
Bref, donc je vis toujours mon truc secrètement, je vais le voir, je sèche les cours parfois pour aller le voir. Enfin bref, je trouve des excuses de faux babysitting, bref, pour passer du temps avec lui. Et puis un jour, je me connecte à ma fameuse boîte mail, depuis la maison et je me rends compte que la personne qui s'était connectée avant moi, eh ben, elle s'était pas déconnectée de son compte. Et là, je me rends compte d'un truc complètement dingue, heu, c'est que le compte qui était ouvert, la boîte mail qui était ouverte, c'était celle d'une personne avec qui je chattais depuis des mois. Puisqu'en fait, on était une communauté, donc il y avait plein de gens dans ce fameux groupe, dans ce fameux chat et j'ai halluciné. J'étais complètement, choquée. Au début, je comprenais même pas ce que je voyais, donc j'ai mis un petit peu de temps à réaliser, mais en fait, j'ai découvert que ma mère, elle m'espionnait. C'est-à-dire qu'elle avait réussi à identifier, ce que je faisais. Elle s'était créé des comptes, parce qu'il y en avait pas qu'un finalement, il y en a eu plusieurs. Des pseudos, des identités, elle s'est inventé des histoires. Donc, elle pouvait être une femme mariée avec 3 enfants, elle pouvait être un étudiant, kabyle, venu d'Algérie pour faire des études. Enfin bref, le truc complètement fou et le plus dingue, c'est que, on chattait ensemble. Elle chattait avec moi, l'air de rien et en fait, je lui ai parlé de plein de choses et je me suis, j'ai raconté, je lui ai parlé de ma vie amoureuse, quoi. Le cauchemar. Le cauchemar. En fait, elle savait. Elle savait, moi je savais pas qu'elle savait et là, j'ai eu des grosses, grosses angoisses, en fait. J'ai eu très peur et en même temps, j'étais triste et j'étais en colère et j'ai trouvé ça tellement, injuste, cette intrusion dans ma vie. À ce moment-là, j'ai pas supporté et je me suis dit: «Bon, puisqu'elle veut jouer, on va jouer». Donc l'air de rien, en fait, j'ai fait semblant de pas avoir compris et je continuais à chatter avec elle en faisant semblant de pas savoir et je l'ai provoquée. Je l'ai provoquée parce que j'étais vraiment très en colère contre elle et donc je parlais comme avec une copine, de sexualité, d'amour libre, de liberté, hem, voilà, d'abandon de la religion et cetera. Alors, bon, elle répondait, hein, mais bon, par écrit, on se rend pas forcément compte des choses et puis quand je rentrais à la maison, je la trouvais en larmes, elle avait les yeux, rouges, bouffis, c'était vraiment pas évident. Et puis un jour, j'ai craqué, en fait. J'ai fini par lui écrire, j'arrivais pas à lui dire, comme ça, visuellement, mais je lui ai écrit, une très longue lettre où je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit: «Voilà qui je suis, voilà par quoi je suis passée». J'ai essayé d'être la fille, qu'elle voulait, mais je suis pas cette fille-là, en fait, c'est pas moi. Je suis toujours quelqu'un de bien avec mes valeurs et mes convictions, mais il y a trop de choses, en fait, qu'elle attend et que je ne peux pas lui offrir. Je lui dis que j'ai trouvé l'amour, que c'est un homme, gentil, qu'il est cultivé, qu'il est drôle, qu'il m'aime comme je suis, qu'il me respecte et que toutes les cassures, toutes les douleurs, toutes les blessures que j'ai pu, ressentir à un moment ou à un autre dans ma vie, lui, il m'aidait à les réparer. Alors j'ai été convoquée après ça avec, donc mon père, ma mère et moi et il fallait qu'on crève l'abcès et là, je me suis rendu compte que alors eux ne me connaissaient pas, mais en fait, moi, je les connaissais pas non plus, finalement. Mon père, lui, pour lui, le nœud du problème, enfin le truc qu'il a le plus, sur lequel il a le plus insisté, c'était, l'aspect, sexualité. Pour lui, en dehors, du mariage, quand on est musulmane, c'est de la prostitution. Donc c'était affreux de l'entendre, me dire que je pratiquais la zina, comme il disait et que même c'était pire que ça parce qu'au moins, les prostituées, elles se font payer. Enfin le truc, mais comment est-ce qu'un père peut dire ça à sa fille?
Et puis il me dit: «Mais tu sais, si tu es plus vierge, c'est pas grave, on peut te trouver, il y a des solutions, on peut te trouver un Algérien qui est pas très regardant», le délire. Enfin j'étais, estomaquée, j'étais choquée, je savais pas quoi répondre, enfin, c'était vraiment, c'était violent. Et ma mère, pour elle, ce qui était, marquant, c'est que le bonheur, en fait, mon bonheur n'avait absolument aucune importance. En fait, ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. Et elle m'a clairement dit qu'elle préférait me savoir malheureuse, maltraitée, par un mari, violent, alcoolique, mais algérien, plutôt que de me savoir heureuse avec un Français. Et qu'elle ne pourrait plus, elle pourrait plus regarder les gens, en fait, du pays, dans les yeux sans avoir honte. Elle m'a même dit: «Tu viens de nous mettre une bombe dans notre vie, tu ruines notre projet de retraite», donc tout était de ma faute et elle m'a même menacée, de mettre fin à ses jours. C'était trop, c'était trop pour moi et j'ai écouté, j'ai rien dit, mais en fait, c'est là que j'ai pris ma décision. Et ma décision, c'était de choisir celui qui ne me demandait pas de choisir. C'était de choisir, de renoncer avec des gens qui placent leur honneur, dans ma culotte plutôt que dans mon bonheur et pour lesquels mon bonheur n'a pas de valeur, en fait. J'ai choisi à ce moment-là de plus faire semblant et je me suis dit: «Si je mérite l'enfer, si Dieu est un Dieu vengeur et que au moindre écart, il t'envoie en enfer et ben soit. Voilà. Si je mérite l'enfer parce que j'aime un homme et ben, tant pis». C'était, je sais pas comment le dire, mais c'était, pour moi, en fait, la réflexion à ce moment-là, c'était: «Mais comment est-ce qu'une mère peut dire ça à sa fille? Comment est-ce qu'une mère peut dire à sa fille que son bonheur n'a aucune importance et que le regard des autres est bien plus important?» Alors j'ai attendu qu'il sorte ce jour-là, j'ai pris un sac, j'ai mis dedans quelques vêtements, quelques livres, j'ai volé des photos, un album photo, je suis partie, j'ai fermé la porte et j'ai mis le trousseau de clés dans la boîte aux lettres et je suis partie. Et je pensais que la colère, elle durerait pas longtemps, qu'on finirait par, au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, à renouer le dialogue et à pouvoir rediscuter, mais en fait non, non, pas de nouvelles. J'ai essayé de les appeler, mais ils me raccrochaient au nez. J'ai envoyé des mails, j'avais pas de réponse. J'ai essayé pendant des mois et j'avais tellement de choses à leur dire. J'avais envie de leur dire que je les aimais malgré tout. J'aime mes parents. C'est pas le sujet, en fait. Mais je comprenais pas pourquoi mon bonheur n'avait pas de valeur pour eux. Et ce qui a été encore plus dur, c'est que je n'ai eu aucun soutien de ma famille. Mon frère, ma sœur, m'ont pas soutenue. Il y a aucun ami de la famille, ni cousin, tante ou oncle qui ont souhaité ensuite garder le contact avec moi. Et là, je me suis sentie, abandonnée et bannie, en fait. C'est pire que l'abandon, le bannissement. C'est, on renie, en fait, on renie mon existence. C'est très, très dur à vivre. C'est très, très dur à vivre et c'est tellement dur à vivre que le corps, à un moment donné, réagit et en fait, quelque temps après, j'ai développé un cancer de la thyroïde. La thyroïde, c'est pas anodin, c'est pour moi, ce cancer, il a été le signe que, la thyroïde, c'est la gorge, hein. C'est tout ce que j'ai pas pu dire, en fait. Tous ces mots qui sont restés là, bloqués et qui ont fait que, ben, au bout d'un moment, voilà, mon corps a voulu rejeter ça, il a un cancer s'est développé. Mais bon, je vous rassure, je m'en suis sortie, mais en tout cas, mes parents, l'ont su, hein, je leur ai envoyé des messages, mais j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai jamais eu de nouvelles, rien. J'étais plus la fille de personne, j'étais plus la sœur de personne. J'avais ce sentiment de nager,
à contre-courant. Je sais pas, l'image qui me vient, vous voyez, c'est les torrents, avec l'eau qui coule, avec force, avec, puissance, dans un sens et moi j'essayais de nager, dans l'autre sens pour essayer de m'accrocher à une branche, à quelque chose. Mais, voilà, j'étais triste, j'étais fatiguée, c'était difficile. On s'est installés ensemble avec mon amoureux, on s'est mariés quelques années après, on a eu, notre premier bébé et à chaque fois j'envoyais des messages à mes parents, à ma sœur, mais j'avais pas de nouvelles. Et puis un jour, ma fille, venait d'avoir 6 mois et là je reçois un coup de téléphone, c'était mon père. Donc on s'était pas parlé, depuis 10 ans et il veut venir et il veut voir sa petite fille. Alors je dis: «Bien sûr, tu es le bienvenu». Il est là, alors il a parcouru 400 kilomètres, 8:00 du matin, il était devant ma porte. Il a rencontré mon mari pour la première fois. Il nous a dit, juste en arrivant, «Maintenant, le sang est mélangé, c'est foutu». L'expression m'a fait rire et en même temps elle m'a interpellée. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que maintenant que ma fille était là, il y avait plus de retour en arrière, possible. C'était, voilà, elle était là, elle sera toujours là, elle sera toujours sa petite fille, quoi qu'il arrive. Alors on a pleuré, on s'est serrés dans les bras et il est reparti et puis à partir de ce moment-là, on a échangé quelques SMS. Il est revenu 1 an après, à la naissance de mon deuxième et cette fois il est venu, avec ma mère, donc il a traîné, avec lui, elle voulait pas et puis voilà, puis la réconciliation, s'est installée petit à petit. On s'est revus quelques fois avec plusieurs mois d'écart et puis de plus en plus souvent et maintenant on discute et il m'a avoué, hein, un jour, qu'il avait été voir un imam au début de notre rupture pour lui demander si Dieu le considérerait comme complice de mes péchés à moi et l'imam lui a répondu que c'était lui qui était en tort, qu'en me rejetant ainsi, il me privait d'une famille et que je n'avais plus personne vers qui me tourner, que c'était pas comme ça qu'on pouvait donner envie à un Français d'en savoir plus sur sa culture. Je crois qu'il s'est pris une baffe ce jour-là, mais bon, c'est connu, les Algériens sont extrêmement fiers, et têtus. Mais en tout cas, il m'a demandé pardon ce jour-là. Après bon, ils ont essayé quand même, hein, de me convaincre, de se faire circoncire, mon fils, j'ai dit non et j'insiste pas. Alors ils savent qu'à la maison on pratique, aucune religion, mais ils font semblant de pas savoir, on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Exemple, un jour mon père m'a demandé si je faisais ramadan, je lui ai demandé s'il voulait vraiment savoir, voilà, on n'en a plus jamais reparlé. En tout cas, on s'est demandé pardon, tout a été pardonné. Ça a pris 10 ans, c'est dommage. Mais je sais qu'aujourd'hui mes enfants, ils ont des grands-parents algériens, ils sont heureux de les voir, ils aiment écouter leurs histoires. Mes parents n'ont pas été de très bons parents, mais ce sont de bons grands-parents. Ils ont des petits-enfants qu'ils aiment. Et de façon assez étonnante, ils ne disent que du bien de leur gendre. Voilà, puis moi de mon côté aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que je revendique le fait d'être plus occidentale qu'orientale. J'aime et je défendrai quoi qu'il en coûte ma liberté. Elle m'a demandé trop de sacrifices. J'aime aussi, la culture, de mes parents, mais je ne veux en prendre que la meilleure part et surtout j'ai le sentiment et la fierté quelque part d'avoir cassé une chaîne qui ne pourra pas entraver ma fille. Voilà, c'était mon histoire. J'espère qu'elle inspirera certaines d'entre vous. N'abandonnez pas. Vivez vos rêves. La vie est trop précieuse et la liberté, personne vous la donne. Il faut la conquérir. Merci. Si cet épisode vous a plu,
Vous pouvez témoigner votre soutien au projet en vous abonnant au podcast, en laissant un commentaire et en mettant 5 étoiles si la plateforme que vous utilisez vous le permet. Pour encore plus de contenu, suivez le compte Révolution des cœurs sur Instagram. Ce projet vivra grâce à vous.